Je suis professeur Idir Bita, je suis spécialiste maladies transmissibles et pathologies tropicales, diplômé de la faculté de médecine Aix-Marseille Université, sous la direction du professeur Didier Raoult. Je suis aussi expert au niveau de la direction générale de la recherche scientifique et développement technologique et professeur à l'école supérieure aux sciences des aliments industriels agroalimentaires à Alger. Je suis aussi chef d'équipe à Aix-Marseille Université, dans le laboratoire Vitrom, et aussi chef d'équipe vecteurs et parasites en Algérie à l'USTHD. Je suis aussi ancien chef de service à l'Institut Pasteur d'Algérie depuis plus de 15 ans. J'ai fait le grand cours Pasteur Paris en maladies transmissibles à transmission vectorielle. J'ai été enseignant aussi dans ce grand cours de Pasteur Paris à 4 reprises. Enseignant conférencier dans le grand cours de Faro, maladies transmissibles pathologies tropicales, médecine militaire de Marseille, secrétaire général de la Société européenne en microbiologie clinique et maladies infectieuses sous-groupe ESCAR, et chef d'équipe de recherche, donc Vitrom, à l'IHU. Pour la situation épidémiologique, il faut savoir, c'était en automne 2019 que le virus a été découvert en Chine, ensuite éclatement de ce virus en hiver 2020, et avant de se propager dans le monde, faisant plus de 650 morts. Ça, c'est les statistiques fin juillet. Le SARS-CoV-2, c'est le nom scientifique du virus, et la Covid-19, c'est le nom de la maladie, qui provoque plusieurs symptômes, à savoir comparables à la grippe, notamment la toux, la fatigue, les courbatures, les difficultés respiratoires. Mais en fait, l'état clinique, donc l'apparition clinique de la Covid-19 est variable d'une personne à une autre selon la situation des antécédents, selon son état immunitaire, etc. Donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent déclencher un symptôme par rapport à un autre, d'une personne à une autre. On a maintenant, selon les statistiques, 20 millions de cas officiellement détectés dans le monde. Aux États-Unis, en 24 heures, il y a eu 262 décès. En France, durant toute l'épidémie, c'est 30 305 décès. C'est quand même important. Et la situation en Afrique du Nord, notamment en Algérie, c'est que nous sommes plus ou moins sauvés. Pourquoi je dis sauvés? Tout simplement, si vous avez remarqué, depuis février, donc c'est depuis on a commencé à suspecter des cas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas eu beaucoup de pluie, on n'a pas eu beaucoup de mauvais temps, et du coup on a eu beaucoup de soleil. Donc le soleil, c'est les ultraviolets des soleils qui a réduit considérablement la charge virale des virus Covid-19 au niveau de l'environnement. Ce qui a fait que lorsqu'on parle de virus virulent, d'un virus avirulent ou moins virulent, c'est la quantité de virus qui reste dans l'environnement dans lequel l'individu va respirer ou avaler pour, bien sûr, qu'il puisse transmettre et développer des symptômes cliniques. Donc c'est ça ce qu'on a vraiment, c'est une aubaine d'avoir du soleil. Et ce qui a réduit considérablement la gravité de la maladie chez nous, donc ce qui a vraiment adouci un peu l'épidémiologie dans notre pays. En plus de ça, on a aussi, je remercie le comité scientifique du ministère de la Santé qui a bien pris en considération le traitement en hydroxychloroquine avec l'azithromycine dès le début de son introduction dans le traitement Covid-19. Ça, c'est une très bonne chose, qui a réduit aussi considérablement les cas qui sont venus s'hospitaliser, qui sont venus pour faire pour se faire traiter au niveau des hôpitaux, qui sont tout de suite pris en charge et bien sûr donner le traitement. Et on a remarqué 3, 4, voire 5 jours après le début de l'hospitalisation et après le traitement, on a remarqué que la PCR devient négative. C'est-à-dire qu'ils sont, non seulement ils sont guéris, mais ils ne sont pas contaminants. Ça, l'avantage de la PCR, c'est de donner carrément l'état virologique d'une personne infectée, comment elle a évolué virologiquement.
Après, effectivement, il y a eu beaucoup de controverses, notamment la publication du professeur Aoud et son équipe sur l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. C'est tout à fait normal, prévisible. Il faut savoir qu'on est en état de guerre. En état de guerre, on n'est pas dans une industrie pharmaceutique pour faire toutes les étapes cliniques, toutes les étapes de production d'un produit nouveau par rapport à une maladie, bien sûr. Et ça prendra beaucoup plus de temps. Je vous donne un exemple. Pour n'importe quel traitement en bactériologie, ça peut prendre 6 à 1 année pour avoir son efficacité, pour voir s'il y a des réactions cliniques, s'il y a des réactions secondaires, etc. Et là, ça prend beaucoup plus de temps. Sachant que les deux traitements complémentaires, donc l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, c'est des produits qui sont utilisés à grande échelle. Moi, personnellement, en voyageant plusieurs fois dans d'autres pays d'Afrique, donc j'ai pris de l'hydroxychloroquine. La chloroquine, c'est un dérivé qui est de la quinine, donc qu'on a pris très très souvent avec des doses supérieures à celle qui est préconisée, qui est maintenant donnée au niveau pour le traitement de la Covid-19 et qui donne pas du tout d'effets secondaires. Donc le peu effet secondaire qu'il peut donner, c'est des troubles digestifs, etc. Mais là, c'est selon les antécédents de chaque personne, comment il peut percevoir n'importe quel traitement. Pas forcément que ce soit un traitement. Je sais pas pourquoi ces attaques directes, ils disent voilà, c'est un produit qui est toxique. Non, il n'est pas toxique, mais il peut être toxique chez des personnes qui ont des antécédents. Par exemple, les gens qui ont des problèmes digestifs. Bien sûr, lorsqu'on rajoute un produit, ça peut faire des aggravations, notamment au niveau des douleurs abdominaux, des diarrhées, la couleur des selles, etc. Mais c'est pas vraiment très dangereux, c'est pas toxique. Je vous donne par exemple le Doliprane. Le Doliprane, en dépassant certaines quantités de Doliprane, c'est 4 mg. Si on dépasse plus de ça, donc à ce moment-là, ça devient très dangereux, toxique, voire mortel. Donc, vous voyez, donc c'est très controversé. Et il y a aussi les big pharma, bien sûr, qui se sont attaqués parce que c'est un produit qui est pas cher et qui est disponible, facile à faire. On a maintenant 2 entreprises en Algérie. On a le Saïdal, mais aussi une entreprise à Constantine qui fabrique l'hydroxychloroquine. Donc, il est disponible, facile à faire, facile disponible plutôt. Et voilà, c'est ça l'avantage qu'on a. Après, maintenant, c'est vrai, il y a d'autres traitements plus efficaces. Il y a d'autres traitements qui donnent moins, enfin, on ne sait pas encore, mais ils disent qu'ils donnent moins de réactions secondaires. Mais il faut savoir aussi qu'ils sont plus chers. Un antiviral coûte 10 fois plus cher, voire plus de 20 fois plus cher qu'un traitement avec l'hydroxychloroquine, l'azithromycine en même temps. Vous voyez. Il y a un récepteur spécifique ACE2 donc qui va recevoir le virus au niveau de site membranaire pour libérer son ARN et faire la réplication, pour qu'elle puisse devenir ADN et profiter du matériel génétique cellulaire pour qu'il puisse répliquer, donc se multiplier et développer, former plusieurs centaines de copies de virions. Par rapport à l'efficacité de l'hydroxychloroquine, et bien tout simplement, c'est un récepteur membranaire qui va être occupé par cette molécule. Et le virus, lorsqu'il va venir, donc va trouver le site au niveau de ce récepteur est occupé par cette molécule, donc l'hydroxychloroquine. Donc du coup, il va pas pouvoir rentrer son matériel génétique à l'intérieur des cellules. Donc de ce fait, il va rester au niveau de plasma, au niveau de la circulation, au niveau de l'air ou circulation extracellulaire pendant 2 heures, voire 3, jusqu'à maximum 4 heures, ensuite il meurt. Parce qu'il faut savoir que les virus, c'est des intracellulaires stricts, donc ils ont besoin des cellules pour vivre et ils ont besoin de leur hôte pour vivre. Donc du coup, s'ils n'ont pas la capacité de rentrer leur matériel génétique dans les cellules, ils ne peuvent en aucun cas résister plus de 5 heures sans cellules. Donc c'est ça l'efficacité, c'est la raison pour laquelle au bout de 3, 4, voire 6 jours après le début du traitement par l'hydroxychloroquine, on voit la charge virale qui baisse, qui se négative carrément rapidement.
Bien sûr, c'est au cas par cas. Il y a toujours des cas particuliers où la charge virale reste très très longtemps, même après le traitement avec l'hydroxychloroquine, les azithromycine. Donc là, c'est au cas par cas, tout dépend des effets, ce qu'on appelle des antécédents, des maladies autres que la Covid-19. À l'élaboration et la formation d'une vingtaine de laboratoires à l'échelle nationale et je suis très content. Parmi ces laboratoires, il n'y a aucune contamination des utilisateurs, par exemple des biologistes qui font la PCR. Ce qui est bien aussi, il y a un appel de la Direction générale de la recherche scientifique, développement technologique dans la tête du professeur Howard. Donc il a fait une annonce, tous les laboratoires de recherche des universités qui ont la capacité de faire le dépistage en biologie moléculaire, donc de donner tous leurs besoins, d'envoyer tous leurs besoins et voir bien sûr la possibilité de lancer le diagnostic PCR Covid-19, pas le diagnostic, pas le dépistage Covid-19 par PCR, qui va aider les laboratoires et désengorger un peu l'Institut Pasteur et les annexes pour la facilitation. Je tiens aussi à signaler que les laboratoires qui sont installés au niveau des universités sont validés, donc ils ont été validés accrédités par l'Institut Pasteur, c'est-à-dire médecins, pharmaciens, biochimistes, microbiologistes, immunologistes, biologistes cliniques. Juste après l'Aïd, c'est dû au fait que effectivement le gouvernement a décidé de confiner 3 jours de l'Aïd, mais juste après c'était la débandade, donc les gens se rendent visite entre eux, se fait la bise, etc. Et là ça prouve effectivement que la conscience de la population et la sensibilisation jouent un rôle essentiel. Si les gens se confinaient, donc restaient, faisaient les mesures barrières, faisait le confinement comme il se devait, il n'y aurait pas eu autant de cas. On remarque ici, et on remarque juste avant l'Aïd fête, on a eu 56 cas, 56, 58 cas, donc c'était en phase de disparition le virus. Si on vraiment respecte les mesures barrières, la population est très sensibilisée et moins stressée, on peut facilement vaincre ce virus. Avec des positifs, il y aura toujours des positifs, il y aura des cas cliniques, mais pas autant qu'avant. C'est-à-dire qu'on peut parler de 10, 15, 20, 30 cas par chaque jour. Donc c'est tout à fait, c'est pas très, très alarmant. Avec le virus, moi personnellement je suis d'accord, tout à fait d'accord avec eux. Donc effectivement il faut qu'on s'adapte avec ce virus, il faut savoir que c'est un virus très mutable, il s'adapte facilement à tout environnement. Et c'est la raison pour laquelle on a des cas positifs au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, etc. C'est un virus qui se mute et du coup il faut qu'on s'adapte avec lui, c'est pas un virus qui va disparaître au jour au lendemain. Pour la vaccination, effectivement, c'est le seul moyen qui reste pour prémunir, donc pour immuniser la population à risque. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord, mais il faut qu'il soit disponible et il ne sera pas disponible pour tout le monde. Donc la priorité se fait pour les malades chroniques, pour les vieux, donc les personnes âgées, les obèses, les femmes enceintes, les militaires, la protection civile, la police et les personnels soignants qui sont en contact. Oui, donc je ne pense pas qu'il pourrait être disponible pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle moi personnellement je préconise qu'on fasse nous-mêmes notre propre virus. Donc si chaque pays peut développer, c'est pas évident, je sais, mais c'est pour nous, pour ce qui nous concerne, on doit développer notre propre virus. Parce qu'on a un biotope, on a un environnement qui est très très diversifié. Entre le nord, les hauts plateaux, le sud, l'est et l'ouest, c'est des biotopes complètement différents. Et on a remarqué que ce virus s'est adapté à ce type d'environnement parce que c'est un virus aérien, comme je l'ai expliqué. De ce fait, donc, il est très très important qu'on puisse faire nous-mêmes notre propre vaccin.
soit on utilise le virus atténué, soit on récupère des protéines à partir du virus Covid et le purifier et le redonner à la population pour qu'ils puissent développer des anticorps dirigés spécifiquement contre ce virus. Bien sûr, ce n'est pas toute la population qui a les capacités à développer une immunité contre ce virus, mais si on peut protéger plus de 70% de la population, c'est énorme, et je pense qu'on pourrait quand même vivre comme avant, dans les conditions qu'on était auparavant. Vous me suivez, donc j'ai fait plusieurs interventions au niveau de la radio, de la télévision, des journaux. Donc je disais souvent que on pouvait les ouvrir, donc on pouvait ne pas les fermer si on respectait les mesures barrières. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a autorisé l'ouverture des mosquées qui dépassent les 1000 personnes. Donc ces personnes-là, pour respecter les mesures barrières, c'est-à-dire la distanciation physique entre deux personnes qui peuvent dépasser les 1,50 m à 2 mètres, devant, derrière, à gauche et à droite, et l'interdiction des climatiseurs, interdiction des ventilateurs. Donc vous n'avez que les fenêtres qui seront ouvertes pour faire le courant d'air, c'est largement suffisant, et faire la prière et sortir, donc ne pas rester au niveau des mosquées. Donc là, c'est faisable, il n'y a aucun problème. Pour les plages, de la même manière, je l'ai déjà expliqué, et je vais le réexpliquer, il n'y a pas de problème, c'est qu'il va y avoir des tentes, il doit y avoir des tentes, la distance entre deux tentes, c'est 3 mètres, devant, derrière, à gauche et à droite. Et chaque tente donc, a une direction, c'est-à-dire qu'ils vont faire des fils. Chaque fil entre elles, c'est 3 mètres de distance. Comme ça, les personnes qui vont sortir, sortir de la tente pour aller nager ou prendre de l'eau, prendre un peu, donc, se rafraîchir, donc ils auront une seule direction à faire et ils vont respecter la distanciation physique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait la distance en plus de 1 mètre à 2 mètres entre deux personnes au niveau de la plage. C'est vrai que c'est difficile, mais je pense qu'avec la présence des autorités, avec la présence de l'armée, de la police ou de la gendarmerie, les gens vont prendre plus de mesures, sont plus sensibilisés par rapport à ces mesures barrières au niveau des plages. Par rapport maintenant aux zones qui sont comme les parcs, les eaux, etc., c'est la même chose. Donc, ils sont autorisés, ils vont être réouverts, mais avec toujours les mesures barrières, le respect des mesures barrières et la distanciation physique et le port de bavette. Ce que je conseille à la population, j'ai bien remarqué ça, que la majorité, pratiquement 90% des gens qui sont à l'extérieur, qui portent les bavettes, ne le portent pas convenablement. Le port de bavette, c'est la bouche et le nez, c'est pas seulement la bouche. Donc si vous libérez votre nez, le virus ne vous rattrape pas. Donc il va rentrer à partir des aérations nasales et bien sûr vous aurez la Covid. Donc je vous conseille de mettre les bavettes, même à l'intérieur des voitures. Pratiquement tous les chauffeurs qui prennent les voitures, j'ai remarqué qu'ils font apparaître leur nez. Donc le nez, il y a des aérations, donc ça fait partie des canalisations de l'oxygénation humaine, donc du coup le virus va rentrer à l'intérieur. Donc le port de bavette doit être mis convenablement, sinon c'est pas la peine. Donc porter la bavette à moitié, c'est comme si ne pas la porter. Donc faut vraiment, c'est la raison pour laquelle on a beaucoup de cas. Et on a remarqué qu'on va augmenter au jour au lendemain, donc ça augmente. Il y a une certaine baisse, mais après il y a une augmentation. Il y a aussi une autre information importante, c'est que le nombre de laboratoires maintenant qui font la Covid, ils sont à 30, là ce qui a été validé par l'Institut Pasteur, mais il y a aussi beaucoup de laboratoires privés maintenant qui commencent à ouvrir, à faire les analyses en PCR, et donc ils n'ont pas été validés par Pasteur, mais bon, ils ont eu l'accord du ministère de la Santé, et c'est ça qui va augmenter encore plus, donc le diagnostic, qui va augmenter plus le nombre de tests Covid, et qui va aussi, bien sûr, c'est tout à fait logique, augmenter le nombre de positifs. Donc plus on a de diagnostics, plus on a des positifs,
Donc, il ne faut pas s'alarmer lorsqu'on va atteindre 1000 ou on va atteindre 2000 cas, c'est pas sorcier. Et ce qui est très alarmant, ce qui fait très très attention, c'est le nombre de décès et le nombre de cas qui sont au niveau des services de réanimation. C'est ça vraiment les statistiques qu'il faut surveiller. Et de là, on a remarqué qu'on a toujours une certaine stabilité, on ne dépasse pas les 13 morts. Donc on a 13, 14, 10, après moins de 10, etc. C'est ça qui est très très important, c'est que on remarque une certaine capacité d'adaptation de ce virus à pouvoir transmettre. Donc il y a une augmentation de la transmission virale, une diminution de la virulence de ce virus. Ça c'est très très important de le signaler. Et ceci dit, c'est pas une raison pour laquelle la population va commencer à dire voilà, il y a moins de virulence, donc on peut faire ce qu'on veut, ce qu'on faisait auparavant. Non, loin de là, le virus il est présent, le virus il est contaminant, il est contagieux, et il ne faut pas oublier que les gens qui ont une maladie chronique, les obèses, les femmes enceintes, sont très vulnérables par rapport à ce virus, ils peuvent carrément les tuer. Donc protégez-vous, protégez vos parents, vos enfants, vos sœurs, vos frères, c'est très très important. La vie est courte. Donc il faut vivre, savoir vivre et vivre en communauté. Merci.